Qui de Chelsea ou de Manchester United réussira à gagner ce premier round de la saison 2024-2025? La saison dernière, notamment, un moment extrêmement marquant était arrivé, le triplé d'un joueur anglais qui joue à Chelsea, Monsieur Cole Palmer, peut-être un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Une rencontre très 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 impressionnante entre ces deux équipes. Maintenant, avec un Chelsea qui est 5e au classement et un Manchester United qui est dans les abysses de la Première Ligue, qui va remporter ce premier match-up, ce premier duel, et surtout, qui sera coach de Manchester United à ce moment-là, ce dimanche, pardon, à 17h30? Est-ce que ça sera probablement, mais rien n'est fait encore, Ruben Amorim, ou est-ce que ça sera encore l'intérimaire, Monsieur Ruud van Nistelrooy, avec moi, Abdou, Imran, Timothée? Tout d'abord, avant de commencer, on a deux experts. Un expert chiplouz et un expert mancunien. S'ils font des erreurs, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Voilà. C'est sur eux qu'il faudra taper. On va pas se casser, on va pas se casser. N'hésitez pas à les corriger si jamais ils ont encore été faux et en porte-à-faux. Timothée connaît bien ça. Wow. Un petit peu de neutralité tout d'abord. Abdou, qui est le favori? Difficile à dire. Alors, sur la forme du moment, tu te dirais que Chelsea a la faveur des pronostics. Maintenant, on sait que le match à Old Trafford ne réussit pas à Chelsea sur les dernières saisons, il faut le dire. Ils ont souvent pris des roustes là-bas en plus. Ils ont souvent pris 3-4. Même des matchs qu'ils auraient dû gagner, ils ont fini par reprendre 3 et ils en ont mis qu'un, eux, de leur côté. Donc, c'est assez compliqué. Il peut aussi y avoir l'effet nouveau coach, vu que Van Nistelrooy n'est là que depuis un match aussi. Donc, à l'arrivée, tu ne sais pas trop. En fait, pour moi, ça va être difficile de décrypter un petit peu ce Manchester United là. Parce que là, tu sors d'une torpeur énorme. Tu ne sais pas vers quoi tu t'avances, mais tu as juste de l'espoir. Et c'est peut-être le moment le plus dangereux pour jouer une équipe à domicile. C'est que finalement, tu ne sais pas si, cette équipe-là, tu vas pouvoir la battre, ou si au contraire, ça va lancer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a la lumière dans les ténèbres ou... Ouais, ça y est, moi, je suis pas un alchimiste non plus, il se démerde. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, non. Sympa. Est-ce que du coup, pour continuer avec toi, est-ce que Manchester United s'apparente un petit peu à une bête blessée? Ou la bête est déjà morte? Ouais, bah là, on a sorti le corbillard déjà. C'est ça le truc. C'est toi qui le conduis? Non, peut-être pas, j'aurais bien aimé. Dommage. Okay. Dommage. Non, mais en vrai, plus sérieusement, United, ouais, c'est une bête blessée, mais c'est une bête qui est en train de peut-être se reconstruire. Ok. Timothée, quel avantage tirer Manchester United du départ de Ten Hag pour affronter Chelsea? Est-ce que vous affrontez Chelsea au bon moment? Pas vraiment, parce que même s'il y a la victoire en Carabao Cup contre Leicester 5-2, ça reste Leicester. Assez anecdotique, pardon, dans le sens où c'est pas la plus grosse opposition. Quand tu regardes le match, il y a beaucoup d'espace. Je crois que c'est le deuxième but de Fernandes qui est un peu offert par le défenseur qui foire sa passe en retrait. Après, il y a eu des bonnes choses, mais je pense que c'est à relativiser. Chelsea, ils sont sur une bonne dynamique. Voilà, Palmer est toujours aussi fort. Tu as l'éclosion de joueurs comme Madueke, comme la doublette Lavia Caicedo, surtout au milieu de terrain. Ouais. Un Sancho qui est capable de t'apporter. La défense qui peut sortir de gros matchs. Donc, je suis pas sûr que ça soit le bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est que le départ de Ten Hag va faire du bien, dans le sens où souvent à United, quand un coach part, bon déjà souvent c'est trop tard, mais quand il part, sur les 2-3 matchs qui suivent, tu constates une réelle embellie. Je pense notamment à quand Mourinho est parti et que Solskjaer est arrivé. Bon, c'était pas forcément le meilleur moment pour arriver, mais les 2-3 mois qui ont suivi ont été de très bonnes factures à Manchester. Quand Michael Carrick a repris l'intérim suite au départ de Ole Gunnar Solskjaer, l'intérim de Carrick, bon, même s'il a duré que 2-3 matchs, ça s'est très bien passé. On avait affronté Chelsea à cette période-là. Je crois qu'il y avait eu un partout. Un partout, ouais. Un partout, il me semble, en novembre 2021. Là, c'est un petit peu pareil. Tu es dans un intérim qui n'est pas censé durer. Normalement, le match de Van Nistelrooy ce dimanche, c'est son dernier. Parce qu'après, tu as la trêve. Et ensuite, tu devrais officialiser l'arrivée d'Amorim. C'est pas la trêve après. Après, c'est l'Europe. Oui, tu as la Coupe d'Europe, pardon. Donc, il te reste 2 matchs. Et ensuite, tu as le week-end. Et la semaine d'après, tu as la trêve. Donc, il reste, 3 matchs normalement. Et après, pour le match contre Norwich, après la trêve, tu devrais avoir l'arrivée d'Amorim. Mais je pense pas qu'on puisse parler de bons moments parce que United n'a rien proposé de bon sur 2 matchs consécutifs cette saison. Imran, face au gros du Big Six de Première Ligue, il y a une défaite face à Manchester City 2-0, une défaite face à Liverpool 2-1. Est-ce que c'est pas le moment un petit peu de se racheter auprès de tes supporters
en battant un des gros du championnat. Enfin, même si gros, historiquement. Bon, racheter, c'est peut-être pas le mot parce que la dynamique, elle est plutôt bonne. Elle est pas excellente, elle est pas exceptionnelle, elle est plutôt bonne. Il y a des choses qui commencent à se dégager. Contre Newcastle, on a vu qu'un certain type de schéma se répétait avec des grosses transitions, beaucoup de vitesse dans les attaques, ce qui fait que Chelsea est une équipe extrêmement dangereuse dans les espaces. Et vu que United en laisse beaucoup, ça pourrait faire beaucoup de mal, notamment avec un Neto, un Madueke qui exploite très bien les espaces et un Cole Palmer qui se mue en distributeur. Mais j'ai un petit problème avec ce Chelsea-là, c'est que ce Chelsea-là est encore trop avare de cadeaux. On l'a vu contre Liverpool. Il y a eu 2 cadeaux de Robert Sanchez, un penalty assez idiot de Colwill, qui derrière a fait que Liverpool a pu largement maîtriser son match, et un Chelsea qu'on a vu plutôt apeuré de refaire ces erreurs-là. Et du coup, on avait un Chelsea qui manquait peut-être un peu de caractère sur le déplacement Anfield. J'ai un autre problème aussi avec ce Chelsea-là, c'est que ce Chelsea-là, dans les temps faibles, même dans les petits matchs, a souvent tendance à concéder. C'est une équipe qui est encore trop perméable en défense et il va falloir vraiment améliorer ça pour réellement prétendre au Big Four, parce que Chelsea fait des erreurs que Aston Villa ne fait pas, fait des erreurs que Arsenal ne fait pas. Donc, va falloir encore de la patience, et rien que le match d'hier, même si c'était l'équipe 2 en Carabao Cup, a pu refroidir un peu l'enflammade générale qu'il y a eu après Newcastle, parce que hier vraiment c'était le cirque entre Badiashile et Disasi qui font des erreurs absolument inévitables. Il y a un milieu de terrain qui a manqué de panache, avec un certain joueur à 120 millions d'euros qui se cache encore. C'est même pas qu'il y a eu des difficultés, c'est qu'il s'est caché carrément. Ça reste compliqué, donc attendons dimanche. En tout cas, je suis heureux de revoir Caicedo, Palmer, parce que eux ils sont trop importants. Est-ce que je peux juste avoir une toute petite parenthèse? Ouais. Je suis déçu qu'il soit sorti de la Carabao Cup pour une seule raison. On n'aura pas notre traditionnel Chelsea-Liverpool à Wembley. Et ça, je suis déçu. Voilà. Et finir cocu après 120 minutes, non? Ouais, non, mais c'est la tradition. À chaque fois, c'est le meilleur match de l'année. Ouais. Je suis déçu quand même. Je suis déçu. Comme le foie gras Noël. Voilà, c'est l'imbattable, le classique, le poulet pomme de terre du dimanche. Très bon, si je puis me permettre, compter sur Badiashile en Big 2024. Voilà quoi. Prendre Badiashile en 2023 alors que t'as Loukeba qui explose. C'est une énorme erreur. Malheureusement, les curseurs de la Ligue 1 n'étaient pas bien mis. Ouais, merci Panouis Stanley. Hein. Exactement. Abdou, toi, en tant que voix neutre et aussi en tant qu'homme qui l'a battu tous les deux, voilà, cette saison en Oui, c'est championnat. vrai, ouais. Et oui, 3-0 et 2-1. Qui a pris 3-0? Je vous laisse deviner. Au faciès, de toute façon. Mais par rapport à cette équipe-là, on a une équipe de Chelsea qui défensivement est en difficulté. Une équipe de Manchester United qui défensivement n'est pas non plus exceptionnelle. Pas du tout. Oui, morte aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas une équipe de un match avec beaucoup de buts et très ouvert? Ben justement, je ne suis pas convaincu, parce que peut-être que 2 défenses poreuses, c'est peut-être synonyme de beaucoup de buts, mais en même temps, je me dis peut-être que si tu joues avec la peur ou l'envie de ne pas encaisser, ça peut donner un match assez difficile à décrypter. Honnêtement, moi, je vois quand même Chelsea être meilleur défensivement à l'instant T que Manchester United. Déjà parce que Ruud van Nistelrooy, on sait pas ce que ça vaut sur plusieurs matchs. En tout cas, sur le banc de Manchester United et son expérience au PSV. On a vite compris que tu peux pas t'appuyer sur ça pour tirer des conclusions ou amener des axes de réflexion sur à quoi ressemblerait Manchester Surtout United. qu'il avait un gros effectif en plus. Il y a déjà de ça. Et du côté de Chelsea, bon, il y a des individualités qui peuvent te vendre. On l'a vu typiquement à Anfield. Mais de façon globale, moi, je trouve que ce Chelsea-là, sur 90 minutes, alors, ils seront pas concentrés 90 minutes, mais défensivement, ça me paraît être un poil plus cohérent et un poil plus consistant que ce que peut proposer actuellement Manchester United. À voir si les Mancuniens sauront se remettre à l'endroit, à voir si les individualités sauront répondre présent aussi, parce que encore un Nicolas Jackson face à un Harry Maguire potentiellement, il peut y avoir match entre les deux, mais comment tu gères Cole Palmer, comment tu gères les courses de Noni Madueke, comment tu gères Jadon Sancho qui aura la dalle contre son ancien club aussi. Donc il faut pas l'oublier ça, tu vois. À l'extérieur en plus. Ouais, à Old Trafford. Donc peut-être il voudra se rappeler aux bons souvenirs de son club. Ça dit pas qu'il va faire un top match, c'est pas ce que je dis, mais une ex blessée, ça peut faire des dégâts dans la vie. Hein. Finalement, est-ce que c'est peut-être triste qu'il n'y ait pas Ten Hag du coup, vu qu'ils se détestent? Ouais, là, c'est pour ça. En fait, pour moi, United a été trop dur. Vous n'auriez pas dû licencier Eric Ten Hag. Nous, on était heureux. On aime ce coach. Mais pas nous. Eric, tu nous manques. Reviens. Et oui. Est-ce que je peux avoir une petite nuance? Ouais.
déjà hier, Jadon Sancho devait débuter contre Newcastle. Il a pas pu parce que monsieur était malade. Ensuite, je pense que Pedro Neto va débuter sur l'aile gauche à la place de l'anglais. Parce que l'alchimie qu'on a vue avec Cole Palmer sur le match contre Newcastle fait que les courses en profondeur du portugais ont aidé Cole Palmer à avoir des solutions de passe vers l'avant. Justement, c'est quoi ta compo idéale pour dimanche? Bah, la même contre Newcastle, tout simplement. Peut-être je mets James sur la droite et Cucurella à gauche, mais dans la logique de Maresca, quand t'as joué en semaine, tu ne joues pas le week-end, ou en tout cas tu débutes pas titulaire le week-end. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi la compo? Alors, la compo de la semaine dernière contre Newcastle ou celle de Celle que tu vas voir. Celle que je vais voir. Alors, Sanchez dans les buts. Malheureusement. Génial. Colwill, Fofana en défense centrale. Fofana, attention à son genou, mais quand même, il faut le mettre. James à droite, Cucurella à gauche, Lavia Caicedo, Palmer axial, Madueke, Neto et Jackson. J'ai une question pour toi du coup, parce que précédemment sur la chaîne Foot Central, on a fait une vidéo sur la place que pourrait occuper Christopher Nkunku. N'hésitez pas à liker. Est-ce que du coup là dans cette configuration là, on pourrait pas voir un Christopher Nkunku? Je sais pas s'il va débuter, mais est-ce qu'on va le voir déjà à Old Trafford à ton avis? Et aussi, est-ce que finalement Pedro Neto c'est le meilleur profil à gauche au vu de ce que peuvent proposer Noni Madueke et Cole Palmer ensemble dans l'axe et à droite? Je pense que oui. Neto, il te propose des options de renversement de jeu. Il te propose des courses en profondeur que Madueke ne propose plus parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Madueke, on lui demande de recevoir dans les pieds et de provoquer dans les pieds. Prends bien la largeur aussi. Oui, et prendre la largeur parce qu'en plus, tu as ton latéral droit qui souvent revient dans l'axe. Peut-être qu'avec Reece James, ça pourrait changer s'il est titulaire à droite. Mais Neto, il t'offre ces deux solutions-là qui font que jouer à gauche, c'est souvent un gros danger. Ensuite, j'ai plutôt l'impression que Nkunku, il va rentrer en seconde mi-temps, mais plutôt cette fois-ci, pour profiter des espaces entre les lignes de la défense et du milieu de terrain mancunien. Si Timothée, tu me confirmeras, si on regarde bien United, il y a souvent des espaces entre les lignes, et un Nkunku entre les lignes qui se retourne et qui oriente son jeu, ça peut faire du mal, sachant que United, les défenseurs se jettent beaucoup, donc un dribble, ça peut faire beaucoup de mal. Et d'ailleurs, Nkunku, petit manque de confiance qu'on a vu lors du match contre Newcastle où il a raté des choses qu'il ne rate pas d'ordinaire. Quelle compo tu veux voir, Timothée, face à Chelsea ce dimanche? Aucune. En vrai, plus sérieusement, Onana sera au cage parce que de toute façon, c'est notre meilleur joueur cette saison. Moi, je suis pas fan, mais je pense que ce sera De Ligt et Martinez en charnière centrale. Sur les côtés, a priori, vu que tu as quand même pas mal de blessés, de toute façon que tu n'as pas énormément de profondeur, ça sera la paire Dalot-Mazraoui. Compliqué aussi. Au milieu de terrain, Kobe Mainoo devrait revenir dans le courant du mois de novembre. Il a repris l'entraînement il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il sera trop juste pour débuter. Donc tu devrais avoir Casemiro. Et Eriksen. Hier, il a aligné Ugarte face à Leicester. Ten Hag faisait beaucoup confiance à Eriksen. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment qu'il restera sur Ugarte et Casemiro, mais à voir. En tout cas, Casemiro, je pense qu'il débutera. Les deux places du double pivot se joueront entre Eriksen, Casemiro et Ugarte. En 10, Bruno Fernandes, parce qu'hier, il a été très bon et de toute façon, c'est le capitaine, c'est le joueur incontournable. Sur les côtés, je mettrais Rashford et Garnacho. Et en pointe, sacré dilemme. Hier, c'est Zirkzee qui a joué, mais moi, je pense que Højlund peut davantage t'apporter. J'ai bien aimé, malgré la défaite de dimanche contre West Ham, j'ai bien aimé cette connexion entre Bruno Fernandes et Højlund. C'était assez naturel, assez spontané. Ça peut faire la différence et on va pas s'en priver. Quand tu as entendu ces deux compositions idéales, Abdou, de Chelsea et de Manchester United par rapport à Timothée et Imran, c'est qui les facteurs X de ces deux équipes? Côté de Chelsea, je te dirais que le facteur X, je t'aurais bien dit Cole Palmer, mais en vrai, il a parlé de Pedro Neto et je me dis, c'est peut-être le gars, en fait. Parce que Noni Madueke, tu sais ce qu'il est capable de t'apporter comme danger. Tu sais ce qu'il est capable de faire Cole Palmer, donc il sera, je pense, pas mal cadré. Mais Pedro Neto, c'est pas que c'est l'inconnu, mais c'est peut-être l'élément que tu vas le plus sous-coter. Même Nicolas Jackson, tu vas un petit peu l'attendre, voir s'il peut attaquer la profondeur, voir quel défenseur il va chercher à attaquer. Finalement, Pedro Neto, si c'est lui qui démarre, ou de façon globale, l'ailier gauche de Chelsea, ce sera l'élément qu'on va pas forcément regarder en premier, et c'est peut-être lui qui peut faire sauter le verrou côté mancunien. Après, côté Chelsea en défense, si Højlund est dans un bon jour, je pense que, je te dis pas qu'il va mettre un doublé, mais
avec la confiance, entre guillemets, un peu sur courant alternatif des défenseurs de Chelsea, je me dis qu'Oynun peut tirer son épingle du jeu aussi. Et une entrée de Sancho à l'heure de jeu. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Le divertissement. On est Là. là pour ça. On veut que ça, d'ailleurs. Dommage que Ten Hag ne soit pas en tribune pour voir ce magnifique spectacle. Et vous, supporters de Manchester United et supporters de Chelsea, qui va gagner cette confrontation en Première Ligue et qui ressortira vainqueur? Est-ce que Chelsea réussira à prendre les 3 points qui leur permettront de se rapprocher un peu plus du top 4 de la Première Ligue? Est-ce que United va réussir à un petit peu relever la tête et passer des fonds marins au fond marin? Ils vont pas bouger malheureusement. Ils bougeront pas. Les frérots, c'est Titanic. Ouais, voilà, c'est ça. Ça changera pas. Ça restera dans le fond Marianne. Mais est-ce qu'ils réussiront quand même à prendre les 3 points pour prendre de la confiance et se mettre dans une bonne situation pour les prochains matchs et notamment la Coupe d'Europe, hein, avec l'Europa League. Ouais, la Conférence League, c'est... Ouais, mais eux, ils sont plus enclins à la gagner. Putain, le duel de fou. Les duels d'infirme. Je n'entends pas le 14. qui, vous? Ouais, j'ai oublié. Voilà, il n'en a rien à faire parce qu'il sait qu'il fait. Si, on affronte le PAOK Salonique à domicile. Bah, incroyable. Rendez-vous pour un 4e match nul. Voilà, partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.